D'abord, je vous le disais, on commence par votre rubrique L'art à la une. Pour tout savoir des dernières actualités du marché de l'art, c'est Sybille Aoujane qui va tout nous dire. Elle est avec nous. Bonjour Sybille. Bonjour Eva. Comment allez-vous ? Bien, très bien. Super. Merci. Vous allez commencer, je crois, par les actualités des maisons de vente. On va commencer par là. Effectivement, alors je vais vous parler d'abord de la maison de vente Philips qui confirme sa position en Asie. Philips va inaugurer un nouveau siège social asiatique à Hong Kong le 18 mars prochain. C'est un bâtiment de 5000 m² qui a été réalisé par les architectes Herzog et Demeron qui se place juste en face du musée M+, qui a d'ailleurs été réalisé par les mêmes architectes. Les premières ventes aux enchères seront tournées vers les spécialités de Philips, c'est-à-dire le XXe siècle et l'art contemporain. On trouvera notamment la peinture d'une des fameuses citrouilles de Yayoi Kusama, estimée entre 5 et 6 millions de dollars. La citrouille est l'un des motifs les plus convoités de l'artiste. Il y aura aussi un triptyque de plus de 4 mètres de long qui s'intitule Infinity Dots de l'artiste aussi Yayoi Kusama, estimé pour plus de 3 millions de dollars. Et on retrouvera aussi une œuvre de Matthew Wong qui s'appelle The Road. Quant aux premières ventes en ligne, elles seront d'abord consacrées aux bijoux et aux montres dans un premier temps. Donc Sybille, Philips confirme sa progression dans le paysage des maisons de vente. Effectivement, alors Philips conserve sa 3e position au rang mondial. La maison de vente a réalisé une progression tout de même de 30% de ses résultats en 2022 et atteignant aujourd'hui 1,3 milliard de dollars de résultats en 2022. Ensuite, vous nous parlez d'un article des Échos qui fait l'effet d'une bombe dans le secteur. Exactement, c'est un article de Martine Robert qui est de plus en plus partagé. Elle cite une directive européenne datée d'avril 2022. Cette directive propose d'augmenter la TVA applicable aux œuvres d'art et elle devrait être remontée à 20%. Jusqu'à présent, le taux de TVA est à 5,5%. Cela s'applique pour de nombreuses situations d'achat d'œuvres d'art. Donc remonter ce taux aurait donc forcément un impact sur les ventes, alors que la France a une place de plus en plus forte sur le marché de l'art. La place de la France est tirée notamment, par exemple, par Art Basel, qui a choisi Paris pour faire sa foire Paris Plus, mais aussi par les effets du Brexit. Certains marchands choisissent d'effectuer leurs ventes à Paris et non plus à Londres. Voilà, tout cela fait que, selon un rapport d'Art Basel UBS, la France représente désormais 7% du marché mondial. Elle est au 4e rang, derrière les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni. Et comme le précise Martine Robert, la France risque de se tirer une balle dans le pied face à ces pays-là où la TVA sera inférieure parce qu'aux États-Unis, le taux en vigueur est de 8,8%, le Royaume-Uni 5%, Hong Kong 0% et la Suisse 7,7%. Donc la concurrence sera plus rude. Alors pourquoi est-ce que cette directive a été publiée ? Alors l'objectif de l'Union européenne est d'uniformiser les taux de TVA applicables dans les différents pays de l'Union. Cela dessert particulièrement la France. La France qui est le pays le plus dynamique sur ce secteur. Selon Art Économique, la France occupe 50% de la place européenne sur le marché de l'art. Pas de panique tout de même, les directives sont des actes législatifs qui fixent des objectifs à tous les pays de l'UE. Le texte doit donc être transposé au droit national et la France a 2 ans pour transposer cette directive jusqu'au 31 décembre 2024. Le comité professionnel des galeries d'art a déjà alerté le ministère de la Culture. Le comité a pour objectif d'obtenir une exception pour la France à l'application de cette directive et à défaut de décaler la date de transposition du décret. Voilà, je cite le communiqué du comité. Au nom de l'exception culturelle et de la défense de la compétitivité française, l'atteinte considérable qui sera portée à l'économie du marché de l'art français justifie une exception à l'application de cette directive concernant la TVA sur les œuvres d'art pour la France. Et enfin, Sybille, une œuvre de Jeff Koons qui a été détruite dans une foire. Voilà. Pour terminer sur une note plus légère, une sculpture de Jeff Koons au prix de 42 000 $ a été détruite la semaine dernière lors de la foire Art Wynwood à Miami, après qu'un visiteur a accidentellement renversé l'œuvre. C'est une des œuvres emblématiques de Jeff Koons, un ballon en forme de chien bleu en porcelaine. Elle était vendue par la galerie Bel Air Fine Art et qui a précisé au Asia Art Newspaper que bien sûr l'œuvre était assurée pour ce genre d'accident. Et certains collectionneurs ont déjà proposé de racheter les petits morceaux, les petits fragments d'œuvres
les faire rentrer dans leur collection. Tout est bien qui finit bien. Merci beaucoup, Sybille. Votre invitée, on le disait aujourd'hui, c'est Mathilde Soubi, fondatrice et CEO du studio Artera, une agence d'artistes. Elle est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine, Mathilde Soubi. Merci beaucoup de nous accompagner. Ma première question est simple. Une agence d'artistes, eh bien, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous en quelques mots. C'est une très bonne question. Nous, c'est vrai qu'on se définit comme une agence de talent, une agence d'artistes dans le secteur des arts visuels. Donc, on a 2 rôles principaux. Le premier, c'est vraiment de scanner en permanence le marché de l'art contemporain, la scène également émergente, pour trouver les futurs talents, ceux qui vont monter et ceux qui sont les plus exceptionnels. On pourra en reparler, mais les plus exceptionnels, c'est ceux qui ont une technique aboutie et c'est ceux qui répondent aussi aux forts enjeux de notre temps. Et une fois qu'on a ces talents et qu'on les a fait rentrer dans l'agence, qu'on les a signés, notre rôle est de gérer leur carrière, leur renommée, leur notoriété. Et ça, on le fait notamment en enclenchant beaucoup de collaborations avec des marques, des entreprises, des institutions culturelles, des collectivités et les médias. Donc c'est vraiment une stratégie à 360 degrés autour de l'artiste pour lui apporter le plus d'opportunités possible, mais aussi pour le faire connaître auprès du grand public, celui qui sort du marché de l'art et ce public qui est composé de millions de personnes qui n'ont pas forcément de lien avec l'art aujourd'hui. On va revenir justement sur cette manière de construire une cote, mais tout d'abord, vous avez un tout petit peu détaillé, mais comment est-ce que vous faites pour repérer les artistes qui vous intéressent? Est-ce que vous avez des lieux de prédilection? Est-ce qu'il y a des éléments qui vous font vraiment dire celui-là, on le veut dans notre agence? Oui, alors c'est vrai que pour le moment, on s'est beaucoup intéressé au marché français, sachant qu'on a 1 an et demi d'existence. Il y a plusieurs moyens de le faire. Nous, il faut savoir qu'on rencontre, là, depuis le lancement de l'agence, on a rencontré plus de 500 artistes. Donc, on en rencontre beaucoup pour trouver ceux qui vont rejoindre l'agence. On n'en représente aujourd'hui que 10. Donc, c'est très peu par rapport à tous ceux qu'on a rencontrés. La sélection est assez rude. Et assez rude. Après, évidemment, bon, c'est notre regard aussi en tant qu'agence. Ça ne veut pas dire que les autres artistes qu'on a rencontrés n'étaient pas bons. Mais nous, on cherche des personnalités. En tout cas, on va dans les écoles d'art. On va beaucoup rencontrer les jeunes artistes qui sortent d'école. On va évidemment dans les galeries. On utilise aussi beaucoup les réseaux sociaux et on reçoit aussi beaucoup de candidatures. On en reçoit plusieurs par jour et on prend tout le temps de les regarder. Et dans quel sens vous fonctionnez? Est-ce que vous regardez déjà les attentes du marché et après vous allez voir les artistes qui pourraient y correspondre, ou à l'inverse, vous allez travailler l'artiste où vous voyez un potentiel pour le faire correspondre plutôt à un marché? Oui, c'est très intéressant. Alors, on fait les deux. Nous, étant donné qu'on est une agence de talent et qu'on travaille aussi avec des marques et des entreprises, par exemple, il faut qu'on travaille avec des artistes qui comprennent aussi cette mentalité. C'est-à-dire que des artistes qui veulent uniquement exposer en galerie ou faire des foires, je pense qu'on n'est pas forcément les bons acteurs. Nous, on cherche des artistes qui veulent sortir un peu du circuit traditionnel pour faire des projets d'ampleur. Donc ça peut répondre en partie à la question, c'est que déjà les artistes qu'on va sélectionner, il faut qu'ils soient dans cette mentalité-là. Oui. Donc ils répondent en effet à un type de marché, je pense. Et alors du coup, quelle est la priorité pour un jeune artiste justement qui sort d'école? Il va être tout jeune, il n'a pas forcément exposé. Qu'est-ce qui va être fait? Quel est le travail en priorité pour le mettre en avant? Oui, alors nous, il faut savoir que les artistes qu'on représente, la plupart ont déjà quand même eu des expositions, eu des projets à leur actif, donc quand même déjà une base un petit peu solide. On ne prend pas les tout débutants. Quand même des personnes qui ont Oui, exactement, ça c'est important. Mais souvent, ce qu'il y a à mettre en place, déjà, c'est le lien avec les collectionneurs, les galeries font, mais qu'on mène également. Et après, c'est comment on va créer aussi une histoire autour de cet artiste. Rechercher ce qu'il incarne dans notre société, quels sont ses regards, quelles sont ses valeurs. On va beaucoup travailler ça. Et c'est ça qui nous différencie des autres acteurs du marché de l'art, je pense, c'est en quoi cet artiste peut vraiment profondément inspirer la société. Et s'il a un message qui est fort, on va plus facilement arriver à le représenter, à le placer dans des projets qui sont intéressants. Nous, au-delà des œuvres de l'artiste, on va beaucoup chercher sa personnalité et la pensée qu'il y a derrière son œuvre. C'est ça qui vous différencie d'une galerie, c'est le travail de l'image aussi, de l'artiste en tant que personne. Tout à fait, exactement. Nous, on s'est beaucoup inspiré des modèles d'agences de talent dans le monde du sport, du cinéma aussi, qui ne s'intéressent pas uniquement aux films, par exemple, qui sortent, mais aux acteurs qui sont derrière. Nous, c'est ce qu'on fait avec les artistes. On va avant tout représenter des personnalités. Et on veut évidemment représenter leurs œuvres, car c'est une extension de qui ils sont, et c'est très important, bien sûr, quand ils sont artistes. Mais on va aussi, par exemple, gérer leur image à titre personnel, donc leur présence dans les médias. Donc c'est tout à fait juste ce que vous dites, oui. Je pose des questions assez basiques, ouais. Mais voilà, comme je vous ai posé la question sur ce que c'est une agence d'artistes, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la cote d'un artiste? Vous en avez déjà oui. un peu parlé avec Sybille sur la manière dont on la construit, et vous allez nous en dire plus sûrement derrière, mais c'est quoi la cote d'un artiste et pourquoi c'est important? Alors la cote d'un artiste, déjà la définition au sens propre du terme, c'est un indice qui va définir la renommée de l'artiste. Et donc de fait, qui va définir quelle est la valeur de ses œuvres et la valeur de tous ses projets.
Et la deuxième question, non, c'était ça. Voilà. Je voulais avoir une définition de ce que c'était la cote et voilà, et quels sont les critères auxquels il faut répondre et pourquoi c'est important. Voilà. Alors. En fait, déjà, je pense c'est celle qui permet de déterminer le prix, déjà, aussi. Voilà. C'est pour ça qu'elle est importante. Voilà, exactement. Donc, cette cote de l'artiste, en fait, elle va impacter globalement toute sa carrière, parce que c'est vraiment un indice qui va permettre de savoir où l'artiste en est. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en tant qu'agence, on utilise le réseau du marché de l'art pour développer la cote de l'artiste. C'est-à-dire que le réseau traditionnel, fait ça très, très bien. Les artistes qui exposent dans des galeries renommées, qui vont exposer dans des musées, qui vont ensuite vendre dans des maisons de vente, tout ça, évidemment, ça contribue à la cote de l'artiste. Ça a été testé, ça a été approuvé par le marché traditionnel. Il y a également le fait de vendre à des collectionneurs qui ont déjà aussi une certaine assise dans le marché de l'art qui va permettre de développer la cote. Et nous, ce qui est intéressant, c'est que on développe également tous les projets qui vont toucher un large public. Et on est fondamentalement convaincus que ça peut également développer la cote de l'artiste. Un large public, c'est-à-dire, dans quel sens ? Dans le sens où nous, notre agence, elle développe par exemple des projets d'art public. Donc on développe des projets dans l'espace urbain qui vont pouvoir toucher des millions de personnes. On fait également des collaborations avec des marques. Collaboration avec des marques, ça peut être par exemple travailler sur des campagnes marketing, des campagnes de communication. Et ça, c'est des campagnes qui sont omniprésentes dans nos environnements visuels et qui touchent énormément de monde. Donc pour revenir à ce que je disais globalement, c'est que je pense que pour aujourd'hui, de manière contemporaine, créer la cote d'un artiste, il faut à la fois respecter le marché traditionnel, ça lui permet d'avoir une assise qui est intellectuelle, qui est institutionnelle, mais on peut développer aussi des projets grand public qui vont également augmenter la cote de l'artiste. Et l'important, c'est d'être présent sur tous les fronts, vous pensez ? Je pense que ça dépend beaucoup des artistes. Il y a des artistes qui vont être présents sur les deux fronts, notamment au sein de notre agence. Il y en a d'autres qui vont être plus institutionnels, d'autres qui vont plus être axés sur les collaborations avec les marques. Nous, on pense que les meilleurs profils sont ceux qui arrivent à faire les deux. Parce que c'est ça qui devient intéressant pour la population, pour la société. Un artiste fait sa réputation intellectuelle dans le marché de l'art, mais si on veut que tous les types de populations puissent être enrichis par l'art, il faut réussir à faire en sorte que la cote de l'artiste soit aussi corrélée à ces projets qui touchent le grand public. Et nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en place au sein de l'agence. Mais c'est vrai qu'en Europe, on a encore une vision peut-être un peu plus... un peu désuète, on va dire, en tout cas différente, par exemple, de la mentalité asiatique, qui va faire que la collaboration entre un artiste et une marque et le luxe, elle va être pas forcément bien interprétée. Mais est-ce que vous pensez que ça va être fondamental, en tout cas pour les nouvelles générations, et en tout cas pour que se faire connaître des plus jeunes ? Oui, je pense que c'est fondamental. Aujourd'hui, les jeunes, il y en a certains qui sont dans des musées, mais il y en a beaucoup qui sont en dehors. Et ce qui est intéressant, c'est de voir où sont ces jeunes populations. Ils sont globalement en ligne, ça c'est certain, sur les réseaux sociaux. Ils sont également dans les magasins, ils sont également dans la rue. Et donc, eux, c'est comment on va réussir à aller les chercher en créant des projets qui leur parlent. Le digital, je le citais au tout début, est primordial, par exemple. Donc, c'est des axes sur lesquels on se questionne énormément. Comment on va pouvoir créer des campagnes digitales entre nos artistes et des marques, ou tout simplement comment nos artistes vont transformer leurs œuvres en expériences digitales. Aujourd'hui, on travaille avec l'un de nos artistes pour créer des expériences en réalité virtuelle pour les hôpitaux et les EHPAD, par exemple. Et ça, c'est une continuation de son art. Et c'est ça qui va permettre de toucher d'autres types de publics, et notamment les jeunes, par exemple. Et comment est-ce que vous allez fixer les prix ? Est-ce que c'est vous qui fixez les prix de départ et après qui aussi suivez l'évolution ou initiez en tout cas l'évolution du prix ? Oui, ça c'est toujours un très grand sujet. Souvent, quand les artistes rentrent dans l'agence, soit ils ont déjà une cote qui est assez établie, donc nous, on va plutôt s'appuyer là-dessus. Si ce n'est pas encore le cas, on va longuement échanger avec eux pour déterminer leur premier prix. Ces premiers prix, ils dépendent de beaucoup de choses. Ils dépendent déjà du parcours de l'artiste. Est-ce qu'il a déjà exposé avant ? Est-ce qu'il l'école aussi qu'il a pu faire ? Ça compte quand même. Et après, c'est la technique et à quel point l'œuvre est aboutie dans tous les sens du terme, en termes de technique que de vision. Ça peut arriver de brader ou de surestimer ? Ça peut arriver dans les deux cas. Ça peut arriver, il faut essayer de ne pas le faire, mais c'est vrai que c'est la loi de l'offre et de la demande aussi, oui. C'est quand même réel, donc parfois on va se rendre compte que des œuvres vont être un peu trop surévaluées quand on n'arrive plus à les vendre, et quand on arrive à trop les vendre, c'est que peut-être justement elles ne sont pas assez chères, donc il faut quand même être un peu à l'écoute du marché, et quand ce sont encore des jeunes artistes, on peut encore se permettre de le faire pour justement jauger de ce qu'est leur cote réelle en fait. Et on sait que les galeries réalisent énormément de leur chiffre d'affaires dans les foires. Vous, ça vous impacte pas de ne pas être présent ? Ou alors est-ce que vous pensez avoir peut-être une petite présence, un petit boost dans une des foires où c'est
inenvisageable? Alors nous, c'est vrai que la grande majorité de notre chiffre d'affaires, on le fait principalement sur les collaborations qu'on développe avec des entreprises, avec des marques ou les villes et les collectivités. Donc la vente existe, mais c'est pas le cœur de notre métier. Donc on n'est pas, voilà, c'est pas un problème pour nous de pas être présent dans les foires. Mais j'espère par contre qu'un jour le marché évoluera et que les agences pourront être reconnues en tant que telles et avoir le droit de faire partie de ces foires. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup Mathilde Soubi d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Patrimoine, d'avoir répondu aux questions de Sybille Aoujane. Je rappelle, vous êtes la fondatrice et CEO du studio Artera, une agence d'artistes. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Sybille. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine dans Smart Patrimoine. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine.